je vous propose d'étudier aujourd'hui un texte particulièrement actuel. Pour vous, étudiants de l'enseignement supérieur. Vous allez voir qu'il y est question de la prise de notes au cours, et vous allez voir que déjà au XIVe siècle, le chahut existait. Je vous propose donc d'étudier un texte publié par Denifle et Châtelain dans le Cartularium Universitatis Parisiensis, publié à Paris, tome 3, 1894. Ce texte porte sur une réforme pédagogique à la faculté des arts de l'Université de Paris en 1355. Ce texte est traduit du latin et donné ici directement en traduction française. Au nom du Seigneur, Amen. Deux méthodes ont été essayées de lire les livres des arts libéraux. Les premiers maîtres de philosophie prononçant rapidement leurs paroles en chair, afin que l'esprit de l'auditeur puisse les saisir, mais que sa main ne puisse les écrire, les suivants prononçant les leurs assez lentement pour que les auditeurs puissent les écrire devant eux à la plume. Ces deux méthodes ayant été soigneusement confrontées, la première est apparue meilleure. Aussi, une conception commune de l'esprit nous invite à imiter celle-ci pour nos cours. Donc nous, tous, et chacun maître de la faculté des arts, régent ou non, convoqués spécialement à cette intention dans l'église Saint-Julien-le-Pauvre, par vénérable homme maître Albert de Bohême, alors recteur de l'université, nous avons statué que tous ceux, aussi bien maîtres qu'écoliers de cette faculté, qui donnent des cours, toutes les fois et où que ce soit qu'il leur arrivera de lire un livre de façon ordinaire ou rapide dans cette faculté, ou de disputer une question à son sujet ou autrement par le moyen de l'exposition, observent, selon leur force, la première méthode, en parlant comme si nul n'écrivait devant eux, méthode appliquée pour les sermons et les recommandations de l'université, et suivie pour les cours des autres facultés. Ceux qui transgresseront ce statut, s'il s'agit de maîtres ou d'écoliers faisant des cours, qu'ils soient désormais privés de cours, d'honneur, d'office et autres avantages pendant 1 an. Et si quelqu'un récidive, nous doublons la peine pour la première récidive et nous la quadruplons pour la seconde, et ainsi de suite. Quant aux auditeurs s'opposant à l'exécution de notre statut par des clameurs, des cris, des sifflements, des jets de pierre venant d'eux-mêmes ou de leurs serviteurs ou complices, ou de quelque autre manière, nous les privons et les excluons de notre communauté pendant 1 an. Et pour chaque récidive, nous doublons puis quadruplons la peine, comme il est dit plus haut. En outre, pour donner plus de fermeté à l'observation de ce statut, nous ordonnons que chaque recteur, à sa nomination, jure et fasse jurer à son successeur de procéder à la punition de ceux qui le transgresseraient. Que les candidats à l'inception et à la détermination jurent semblablement d'observer ce statut, sinon qu'ils ne soient pas admis au grade de bachelier ni de maître. Cependant, par ce statut, notre intention n'est pas d'exclure la dictée d'une détermination, d'un traité important ou d'une exposition, qu'écrivent parfois les jeunes gens rue du Fouard, les jours de fête. Mais pourvu qu'il ne soit pas l'heure du sermon de l'université et que personne n'ose pratiquer cette dictée en dehors des écoles de la dite faculté. Sans quoi, on encourrait la même peine que les auditeurs. Et nous ne voulons pas qu'il soit dérogé par ce nouveau règlement aux anciens statuts sur la façon de faire des cours, qui doivent rester en vigueur. En témoignage de quoi, nous avons ordonné d'apposer au présent statut le sceau du recteur avec les sceaux et l'approbation des 4 nations, française, picarde, normande et anglaise, et avec le sein et la souscription du notaire ayant souscrit.
donné et fait dans l'assemblée des régents et des non-régents de notre faculté, convoqués spécialement à cette intention et réunis dans l'église Saint-Julien-le-Pauvre de Paris, l'an du Seigneur 1355, le 10e jour du mois de décembre, la 9e année de l'indiction et la 3e du pontificat du Très Saint-Père dans le Christ et Seigneur Innocent VI, pape par la providence divine, en présence de discrètes personnes, Jacques de Pavillonnet, Jean Candelli, Pierre Guerardi, Conrad Almani, sergent de l'Université de Paris dans la dite faculté des arts, ainsi que de beaucoup d'autres témoins spécialement appelés à cette intention. Et moi, Simon, dit Quinimo, clerc du diocèse de Toul, notaire par l'autorité apostolique et impériale, etc. Commentaire du document. Émanant de la communauté des maîtres de la faculté des arts de l'Université de Paris, ces statuts mentionnent et font intervenir plusieurs institutions de cette université telles qu'elles étaient en vigueur au milieu du XIVe siècle. On relève d'abord les diverses catégories du personnel qui enseignaient à la faculté des arts. Parmi les maîtres, les uns sont dits régents, parce qu'ils y professent régulièrement et officiellement. Les autres, non régents, tout en ayant le même titre universitaire, n'enseignent que de façon occasionnelle, ou même n'enseignent plus du tout, mais ont le droit de prendre part aux décisions de la communauté des maîtres. Par ailleurs, les écoliers, à partir du moment où ils sont bacheliers, et avant d'obtenir leur licence ou leur maîtrise, peuvent également donner des cours, portant obligatoirement sur des matières dont ils ont suivi l'enseignement au préalable. Il est fait également allusion aux 3 facultés qui, en plus de celle des arts, composent l'université. Le mot faculté, facultas, désignant une discipline ou une branche particulière du savoir, fut appliqué pour la première fois au studium parisien par une bulle du pape Honorius III en 1219. Mais c'est en 1252 seulement que remonte le premier statut qu'on ait conservé émanant d'une faculté, celle de théologie en l'occurrence. Les 2 autres facultés supérieures, celle de décret ou de droit canonique, le droit romain par le commun accord de la papauté et la monarchie capétienne n'étant pas enseignées à Paris, et celle de médecine, n'obtinrent pas leur sceau avant 1270. Au moins depuis 1274, les 3 facultés de décret, de médecine et de théologie étaient dirigées chacune par un doyen, decanus. Tel n'était pas le cas de la faculté des arts, de loin la plus importante, par les effectifs de ses écoliers, aussi bien que par ceux de ses maîtres. Un recteur se trouvait à sa tête, choisi entre les maîtres par les représentants des 4 nations, françaises, anglaises, picardes et normandes. Primitivement, sa fonction durait 1 mois ou 6 semaines. Depuis 1266, elle s'étendait sur 3 mois, ce qui impliquait toujours, malgré tout, une rotation rapide. Le recteur mentionné dans notre document, Albert de Bohême, dit aussi de Altro Castro, Vicheracht, familier de l'empereur Charles IV, avait été élu procureur de la nation anglaise en 1349, puis recteur le 10 octobre 1355. Le recteur n'était pas seulement la plus haute personnalité de la faculté des arts. Durant la seconde moitié du XIIIe siècle, les autres facultés, non sans réticence ni protestation, avaient, l'une après l'autre, reconnu sa prééminence sur l'ensemble de l'université. Son sceau matérialisait en quelque sorte le caractère officiel de sa charge. Située dans le quartier latin, l'église Saint-Julien-le-Pauvre, dans laquelle se sont réunis les maîtres de la faculté des arts, était également, avec la chapelle des Mathurins et le couvent des Dominicains, un des lieux habituels où se tenaient les assemblées des nations et de l'université.
Plusieurs des activités universitaires sont mentionnées dans notre document. Ainsi, les lectures ordinaires, lectiones ordinariae, faites par les maîtres à certaines heures de la matinée et durant une certaine période de l'année, en général d'octobre à Pâques ou au carême. Elle comportait une présentation et un commentaire à la fois analytique et synthétique des textes de base, les auctores, où les problèmes soulevés étaient traités avec le plus de profondeur et d'ampleur possible. Au contraire, les lectures rapides, lectiones cursoriae, confiées souvent à de simples bacheliers, se tenaient plus près du texte, dont elles suivaient modestement le déroulement. Dans bien des cas, elles avaient lieu l'après-midi. L'enseignement prenait également la forme de disputes ou de discussions, disputationes, séances présidées par un maître où s'affrontaient autour d'une question les écoliers ou les maîtres. Il est également parlé de la détermination, c'est-à-dire de la série d'examens qui, sous la forme de disputes, se prolongeant tout le carême, donnaient droit au titre de bachelier. Par l'inception, on entendait les actes, de nature souvent formelle, par lesquels on accédait à la maîtrise. Mais l'intérêt essentiel du document réside dans le problème pédagogique qu'il évoque et qu'il entend résoudre. À l'en croire, il apparaît que primitivement, une même méthode était appliquée à l'ensemble de l'enseignement universitaire. Du haut de leur chaire, les maîtres faisaient leurs cours ou disputaient en parlant à un rythme normal, naturel. Installés dans la paille, à même le sol, ou bien assis sur des bancs, comme c'était parfois le cas, les écoliers recueillaient passivement l'enseignement qui leur était donné, en s'efforçant de suivre le raisonnement et, peut-être, de fixer dans leur mémoire quelques formules particulièrement frappantes. Cette méthode demeura en vigueur dans les facultés supérieures. Mais dans celle des arts, où les maîtres s'adressaient à un public plus jeune, connaissant moins bien le latin, un autre procédé s'imposa, celui de la dictée. Les expressions employées, nominare ad pedam, legere ad pedam, pronunciare ad pedam seu ad calamum, montre qu'il fallait parler assez lentement pour que les écoliers puissent prendre en note le cours intégralement, soit sur des tablettes de cire, soit plutôt sur du parchemin. La méthode présentait des avantages. Elle était l'occasion pour les écoliers de se perfectionner en écriture, de mieux assimiler le système d'abréviation en usage. Elle leur évitait d'acheter les manuels et même leur permettait, au terme de l'année scolaire, de revendre leurs cours s'ils avaient été correctement transcrits. Aussi les écoliers, plus encore que les maîtres, étaient-ils fort attachés au procédé de la dictée, et les statuts prévoient que son abolition suscitera de vives réactions. Si les maîtres, après mûre réflexion, se décidèrent à affronter ce risque, c'est sans doute qu'ils tenaient à avoir des méthodes identiques à celles des facultés supérieures en vue de rehausser leur réputation intellectuelle. Ils ne voulaient plus passer pour d'humbles pédagogues, ânonnant leurs cours devant des enfants mal dégrossis, mais pour des penseurs, des dialecticiens, des philosophes capables de traiter des plus hautes questions avec autant de liberté que les théologiens ou les canonistes. Cependant, dans la pratique, la décision de 1355 ne fut pas entièrement respectée. Bien des maîtres continuèrent à dicter au moins quelques thèses ou formules qu'ils jugeaient essentielles. D'ailleurs, même des maîtres des autres facultés recouraient à cette méthode. En 1386, c'est un maître en décret de Paris qui les fait reproche de lire à la plume pour écrire devant lui et récite plusieurs fois une chose et en fait plus petit procès. Autrement dit, il est accusé, en parlant plus lentement, de dire moins de choses dans un cours, mais il se défend, il fait
aussi grand procès à sa lection du matin que font les autres du matin, et s'il a des rapporteurs devant lui, c'est bien mêmement pour les pauvres écoliers, qui n'ont pas de quoi à avoir les docteurs, c'est-à-dire les manuels. Dans ses statuts de 1452, le cardinal d'Estouteville revint partiellement en arrière. S'il maintint l'interdiction de la dictée pour les cours ordinaires, et s'il défendit formellement de lire le cours d'un autre en le dictant, c'était là, en effet, une sérieuse tentation. En revanche, il autorise la dictée pour les cours secondaires, rapides, confiés à des bacheliers. Quant au 4e paragraphe de notre document, il fait sans doute allusion au fait que des écoliers avaient pris l'habitude de transcrire sur manuscrit des exercices universitaires particulièrement élaborés pour vendre ensuite ces exemplaires, exemplaria, aux différents stationnaires, stationarii, c'est-à-dire aux libraires officiellement accrédités